Bonsoir, bon dimanche, 14 février 2021. Bon dimanche aux amoureux, c'est la Saint-Valentin ce dimanche. On parlera certainement d'autres choses. On reviendra sur l'actualité de la semaine, commentée et analysée par l'invité de ce dimanche. Évidemment, une actualité traitée par la rédaction de STV. Évidemment que la question de l'audit pour l'opération Survie Cameroun refait surface, ou du moins refait surface cette semaine, avec cette sortie du cabinet d'audit qui a été invité à mener l'opération par le MRC, le président Maurice Kamto. Et donc, il y a eu rebondissement avec une nouvelle sortie du président du MRC ce samedi. On en reparle avec l'invité de ce dimanche. On reviendra également sur le discours à la jeunesse de Paul Biya, le président de la République, qui, comme vous le savez, s'est adressé le 10 février dernier à l'occasion de la 55e édition de la fête de la jeunesse. Une occasion pour lui de faire un bilan, mais également de jeter les jalons de l'espoir ou de l'espérance, c'est selon. On le verra dans quelques minutes. Nous reparlons de la grève des enseignants pour dire que c'est reparti dans les universités d'État notamment, avec ces questions de paiement des primes et autres que le syndicat national des enseignants du supérieur réclame depuis quelques semaines déjà et pour lequel le gouvernement, le ministère de l'enseignement supérieur ne semble pas forcément donner une suite accélérée à ce processus. On parlera du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations de football, dont, vous le savez, la finale a eu lieu le week-end dernier. C'est le Maroc qui a réédité cet exploit en remportant le championnat qui s'est déroulé ici au Cameroun. On fera une forme de bilan pour évidemment voir ce qui n'a pas marché et qui sait peut-être ce qui a bien marché pour s'en inspirer en vue de la CAN. Le TAS, la FIFA et la FECAFOOT seront certainement menus si le temps nous le permet. On en reparlera avec Maître Roland Diou. Il est avocat au barreau du Cameroun, militant du MRC. Aujourd'hui, c'est avec lui, évidemment, qu'on va analyser et commenter l'actualité ce dimanche. Maître, bonsoir, bon dimanche et bonne fête des amoureux. Merci, Monsieur Dipita, pour l'invitation. Bonsoir à vous, bonsoir à vos téléspectateurs. Je suis très heureux de l'invitation et de l'honneur que vous me faites pour cette émission. Et j'espère que notre heure d'échange sera à la hauteur des attentes des téléspectateurs. La tradition oblige qu'en un jour comme celui-ci, 14 février, que l'on s'arrête un moment pour magnifier l'amour et dire à ceux qui nous sont proches, à ceux pour qui nous avons, ceux qui nous tiennent à cœur, à quel point nous leur aimons. Je souhaite donc bonne fête de l'amour à tout le monde, à tous les Camerounais, à tous les téléspectateurs. Mais je ne pourrais pas non plus ne pas rappeler que l'année dernière, à cette même date, se déroulait un drame dans ce qui est devenu le chaudron du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a eu le fameux massacre de Ngarbou. Un an plus tard, je souhaite pour ma part que nous ayons une pensée pieuse pour le repos des âmes de ces personnes brutalement arrachées à la vie, parmi lesquelles des enfants. Voilà donc qui est dit. Je suggère que d'entrée, on va faire une exception. On va reprendre la sortie de Maurice Kamto du 3 février dernier, sortie au cours de laquelle le président du MRC a annoncé un nouveau recadrage dans le cadre de l'audit qui avait été commandé dans un premier temps par le président du comité de pilotage de SI Pendekoka. Reportage sur lequel, pour lequel, évidemment, Léla Renganzeux nous donne des détails. Bon, je vois ça rapidement. Maurice Kamto se réserve le droit d'initier en temps utile des procédures judiciaires appropriées en vue de défendre les intérêts qui auraient été mis en cause dans le cadre de l'opération Survie Cameroun Survival Initiative, qu'il s'agisse de malversation alléguée ou d'une autre infraction tendant à compromettre l'intégrité de cette opération. Pour la première fois depuis le début de la polémique autour des fonds collectés par l'initiative lancée par lui, le président du MRC s'est exprimé ce 3 février 2021. Dans une sortie intitulée « Message sur la nécessaire clarification et clôture de SCSI »,
Le professeur Kamto, pas satisfait du premier audit mené par le cabinet ACDB Consulting, sur commande de Christian Pendaikoka, annonce un nouvel audit qui sera mené cette fois par enseignant, cabinet recruté par ses propres soins. Je constate qu'au lieu des clarifications attendues de l'audit commandité par SCSI, la situation actuelle est plutôt source d'une confusion malsaine. Une telle situation ne saurait perdurer. Il me revient par conséquent, en tant qu'initiateur de l'initiative SCSI, d'y mettre un terme. Un état des lieux de l'opération SCSI s'impose afin d'apporter de manière définitive toute la lumière sur la situation. Dans cette perspective, j'ai décidé, pour commencer, de donner un mandat au cabinet Ernst & Young, l'un des 4 plus grands cabinets d'audit et de conseil au monde, pour évaluer les systèmes d'information afin d'établir clairement les raisons de l'écart d'un montant d'environ 330 000 € observé entre les chiffres affichés par les plateformes de collecte en ligne et le montant cumulé des sommes encaissées par les opérateurs Stripe et PayPal et reversées dans le compte bancaire de SCSI. Conscient de la responsabilité qui est la sienne en tant qu'initiateur du projet, le président du MRC n'entend ménager aucun effort pour que toute la lumière soit faite, les coupables éventuellement punis. Je vous rassure donc, quant à ma détermination à veiller à ce que toute la lumière, je dis bien toute la lumière, soit faite à tous les niveaux, sur tous les aspects de l'opération Survie Cameroon Survival Initiative. Aucune personne ou entité, je dis bien aucune, ne sera à l'abri des conséquences fâcheuses qui s'imposeraient. Notons que l'annonce de cet autre audit arrive au moment où les réseaux sociaux désignent déjà les coupables de ce qu'ils assimilent à un détournement massif, tout comme ils lisent une certaine brouille entre le coordonnateur du mouvement Agir et le président du MRC. Et ce n'est pas l'affirmation de Maurice Kamto qui dit n'avoir toujours pas pris connaissance du rapport intégral de ACDB Consulting, pas reçu certainement qui leur fera penser le contraire, même si à la fin de sa sortie, ce dernier réaffirme sa fraternité d'avec l'ancien conseiller du président de la République. Reste donc attendu à ce jour le rapport vérité d'enseignant et le rapport moral du professeur Kamto. Je rappelle donc que cette semaine, les responsables, du moins le responsable Cameroun du cabinet d'audit qui a été saisi par Maurice Kamto pour opérer cette opération a fait une sortie pour dire qu'il n'avait pas officiellement, ou du moins qu'il n'avait pas été contacté, que au sein de leur groupe, aucune opération de ce genre n'est en vigueur. Une sortie qui en a suscité une autre clarification. Et pas plus tard que hier, Maurice Kamto s'est à nouveau exprimé sur la question pour définitivement dire qu'il regrette toutes toutes les actions qui sont menées autour, non sans accuser des personnalités ou le gouvernement depuis Yaoundé qui seraient derrière le refus de ce cabinet d'audit. Maître Roland Diou, je veux dire, est-ce que cette situation, je veux dire, une opération qui au départ était animée d'un esprit, je veux dire, humanitaire, d'accompagnement des malades, une opération qui visiblement s'est déroulée dans des conditions acceptables, au moment où de la conclure, on se retrouve dans une succession d'audits, de suspicions, de soupçons, de détournement de fonds. Est-ce qu'à la fin de la journée, ça ne suscite pas un malaise au sein du MRC? Merci bien de la question que vous me posez, M. Dipita, ce qui me permettra tout d'abord de procéder à quelques clarifications. D'accord. Il ne s'agissait pas, vous l'avez certainement remarqué, d'une initiative du MRC. Cela a toujours été clair dès le départ. L'initiateur de l'opération Survie Cameroun Initiative, c'est le professeur Maurice Kamto en sa qualité de citoyen. Ça, c'est la première clarification qu'il faut faire. La deuxième clarification, c'est que cette initiative a connu des organes d'animation bien distincts
du MRC. On a bien vu par exemple que cela a été placé sous la direction d'un comité de gestion présidé par le conseiller M. Christian Penda Ekoka et d'autres personnalités, comme vous le savez. Donc, de ce double point de vue-là, il est clair qu'il s'agit d'une initiative et d'une opération qui se sont déroulées de manière tout à fait autonome par rapport aux partis politiques dénommés Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, auquel j'appartiens. Je veux dire que mais si je on ne reprend ferai pas de fuite en avant. Si on reprend, je reviens à la question, mais si on reprend le contexte dans lequel l'opération a été lancée. Précisément, je vous disais que je ne ferai pas de fuite en avant parce que je vois bien qu'il est un peu facile de poser la question aux militants, aux responsables du MRC d'avoir à s'expliquer sur cette initiative. Alors je vous dirais que, en tant que militant du MRC, je ne peux pas avoir été non informé de cette initiative qui a été le fait du président national de mon parti, le professeur Maurice Kamto, le président élu. Donc je peux en savoir quelque chose. Et c'est ce quelque chose que j'en sais que je dis aussi chaque fois que la question m'est posée. Le malaise, évidemment, est perceptible, mais je dois préciser que ce malaise, pour ma part en tout cas, n'est pas lié à l'initiative elle-même, ou disons au rebondissement, mais le malaise est lié à cette perception que certains dans la scène politique veulent donner d'un besoin de transparence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui me pose, moi, un malaise. Lorsque vous avez annoncé l'émission sur les réseaux sociaux, ce thème que nous abordons à l'instant a été intitulé « Le scandale de l'initiative Survie ». Effectivement, c'est un scandale. C'est un scandale de voir qu'au pays de détournement de fonds publics, il y ait des gens qui veulent faire de la transparence. Je comprends donc que ce soit pour cela un scandale. Ben, le scandale, c'était le titre des miens. Je veux dire que vous n'allez pas reprendre. Vous savez que le titre est vendeur. Il fallait bien susciter. Je ne vous le reproche pas. Et puis dans le fond, je veux dire dans le fond, comme je l'ai présenté tout à l'heure, à l'origine, aussi bien qu'on a pu constater que l'opération en elle-même, je veux dire la mobilisation des fonds, l'annonce au fur et à mesure que les fonds rentraient, des montants qu'on encaissait, l'achat du matériel, le déploiement des équipes pour distribuer ce matériel, tout ça s'est passé quand même dans une harmonie. Évidemment, je ne vais pas exclure toutes les barrières mises sur ce chemin par le gouvernement, n'autorisant pas parfois, donnant pas d'autorisation parfois pour déployer tous ceux qui se sont mis... Les bénévoles, les humanitaires. Les bénévoles, voilà. Mais à la fin de la journée, quand tout ça s'achève, on se retrouve dans une polémique, j'ai failli dire pour 1 million d'euros, un peu plus de 650 millions de francs CFA. Est-ce que, comme je dis, il n'y a pas un regret derrière? Je vais le redire 15 fois si vous le souhaitez, mais je vous dirais, pour moi, le regret est lié au fait que des gens ne soient pas habitués à ce que l'on veuille faire de la lumière sur des incompréhensions qui ont pu se dévoiler au cours de la clôture administrative d'ailleurs de l'opération, parce que comme vous le dites vous-même, les opérations matérielles se sont déroulées plutôt dans une ambiance bon enfant. On a bien vu qu'il y avait de l'enthousiasme, aussi bien du point de vue de tous les humanitaires qui ont accompagné l'initiative, tous les volontaires, tous les bénévoles, que les récipiendaires eux-mêmes. On a bien vu que dans l'ensemble du pays, dans tout le territoire national, les gens se sont sentis effectivement concernés, ont accouru pour recevoir les gels hydroalcooliques, des masques et parfois même du matériel médical, des respirateurs, pour montrer qu'ils étaient sensibles à cette initiative humanitaire. La polémique maintenant, pour parler de la polémique, d'abord, elle n'est pas du fait ni de l'initiative Survie Cameroun elle-même, ni du MRC. Elle est du fait de ceux qui montrent un subit intérêt à une initiative qu'ils ont parfois combattue, qu'ils ont parfois vouée aux gémonies, qu'ils ont parfois accusé de financer. On a entendu des gens dire que nous financions la rébellion, nous achetions les armes, etc. Et maintenant que nous voulons, de manière transparente et publique,
faire la lumière. Parce qu'on aurait pu faire comme certains, d'ailleurs qui ont fait des communiqués dans la semaine aussi, on aurait pu dire, pour le bilan, attendez, vous recevrez des courriers. Pour le bilan, tous ceux qui sont les contributeurs, attendez pour recevoir des courriers. Vous prenez l'exemple en courriers. comparaison. Est-ce que vous ne voulez pas faire justement le parallèle pour dire que finalement, parti d'une bonne intention, vous faites finalement comme tous les autres? Non, finalement, vous invoquez, ce que je veux dire... Vous invoquez la première fois qu'on fait un audit au Cameroun, donc vous y allez, l'audit, ça donne l'impression de mal se passer. Ce que je veux dire, M. Dipita. Vous évoquez le fait qu'en face, habitués à détourner, ils ne font pas souvent, ils ne rendent pas souvent compte. Vous évoquez le fait, parlant de Cabral Libye tout à l'heure, disant qu'il y a ceux qui ont fait notamment cotisé pour le pont, quelque part dans le New Ekele, je crois, là-bas, ils recevront des comptes rendus par boîte postale. Vous mettez ces opérations-là en parallèle à la vôtre pour dire que finalement, tous pareils? Non, au contraire, précisément, non, pas tous pareils. Nous disons que nous comprenons pourquoi les autres peuvent voir dans notre démarche un scandale. Nous disons qu'en ce qui nous concerne, nous sommes sereins. La polémique va faire son chemin, comme toutes les polémiques. Mais nous restons sereins parce que nous avons une méthode et nous l'avons exposée en public. Il y a évidemment que l'adversaire, qui est le régime RDPC, ne va pas rester les bras croisés. Mais est-ce que le régime RDPC s'est déjà exprimé dessus? Ça me rappelle, je finis juste, ça me rappelle que lorsqu'il fallait faire l'audit des chantiers de la CAN, à un moment donné, il y a un premier cabinet qui avait été annoncé comme ayant reçu mandat pour auditer les infrastructures de la CAN. Et ce cabinet-là s'est curieusement désisté aussi quelques temps plus tard, de sorte qu'un autre cabinet, le cabinet Roland Berger, si mes souvenirs sont exacts, a dû, lui, cette fois-là, reprendre les travaux qui initialement été confiés au cabinet Pricewaterhouse. Je termine, s'il vous plaît. Je dis ça pourquoi? Pour vous dire que comparaison n'est pas raison, certes, mais je vois quand même quelques similitudes. Il se trouve que Pricewaterhouse, qui était ce cabinet-là, avait des intérêts au Cameroun, notamment une filiale. De la même manière que Ernst & Young a une filiale au Cameroun. Aujourd'hui, vous dites que si Ernst & Young rejette, si Ernst & Young refuse l'audit du MRC, ou du moins de l'opération, c'est simplement parce qu'il veut protéger ses intérêts au Cameroun, c'est ce que vous dites? Je dis qu'il est plausible que les mêmes causes qui ont conduit au désistement de Price, dans le cas de l'audit de la CAN, puissent avoir conduit Ernst & Young Cameroun à se désister. Donc vous sous-entendez qu'il y a eu la main du gouvernement derrière? Je dis qu'il est possible. Voilà ce que je dis. Et pourquoi le gouvernement n'aurait pas intervenu dans le premier audit? Ou alors le gouvernement aurait tiré l'intervenu pour que le premier audit se passe tel qu'on l'a vu à CDP? ACDB Consulting ne me semble pas avoir des filiales au Cameroun. Donc je pense qu'ils peuvent avoir une plus grande, on va dire, neutralité ou indépendance en tout cas. Donc cela dit, on peut accorder un crédit au travail qu'eux ils ont établi. Monsieur et Dipita, pour lesquels les conclusions... Allons-y, on va dire méthodiquement. D'accord. Je veux être certain que je suis bien compris. Ce que je dis, premièrement, je ne fais pas un jugement sur le travail de ACDB Consulting. J'observe comme tout le monde que ce cabinet a été commis dans un premier temps et a fait un travail qui a laissé des choses en suspens. Je dis que ce cabinet a pu faire son travail relativement librement, en tout cas relativement librement, vis-à-vis des éventuelles pressions dont un cabinet peut être victime vis-à-vis d'un gouvernement. Il n'y a pas que le gouvernement camerounais qui peut être tenté d'influencer un cabinet ou un autre. Je dis par contre que ce cabinet-là, lui, on peut imaginer que n'ayant pas d'intérêt au Cameroun, il peut avoir une relative indépendance. Et qu'à contrario, un autre cabinet, celui-là, ayant une filiale au Cameroun, puisse être plus enclin à subir l'influence objective du reste. Parce que mais justement, du gouvernement camerounais. Ce que je veux préciser pour terminer, c'est que dans l'annonce que le président élu, le professeur Maurice Kamto, avait faite, il a dit qu'il donne mandat au cabinet Ernst & Young. Et d'ailleurs, dans la clarification qu'il a produite hier, samedi, il a bien indiqué que c'est bien la filiale Ernst & Young de Paris qui avait été contactée. Et vous ne trouvez pas quand même curieux que ce soit la filiale du Cameroun qui réponde, alors que théoriquement, elle n'a jamais été saisie
de Et quoi ça que peut ce aussi soit. s'expliquer. Ça peut s'expliquer parce qu'effectivement, c'est un groupe et que dans les groupes, l'information circule. Et justement, nous avons l'explication du professeur Maurice Kamto lui-même dans la communication que vous avez eue d'ailleurs. Je sais que vous avez eu cette communication-là. Et donc, ce que je dis, c'est qu'il y a une polémique, cela est indiscutable. Cette polémique-là, est-ce que cela nous fait regretter, nous autres, qui avons été plutôt de l'initiative, ou en tout cas favorables à l'initiative? Je suis en train de vous dire depuis quelques minutes que non, au contraire. Je dis par contre que je suis fier d'être dans un mouvement qui montre un certain exemple, dans un environnement où on ne voit pas cela. Je suis fier d'être dans un mouvement qui, alors qu'il aurait été facile de Faire comme les autres, a choisi, y compris contre les vents de la polémique, mais justement, de tenir bon pour pour que la lumière et toute la lumière soit faite sur cette initiative et sur ces opérations-là, de sorte que personne ne puisse demain dire qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, le premier cabinet que vous avez contacté pour mener l'audit, du moins à l'époque, c'était Christian Pendekoka, dans son rôle de président du comité de suivi, Comité de gestion Tout à fait. De l'opération, qui a contacté le cabinet ACDP. L'histoire s'est achevée comme on la connaît, contestation évidemment des acteurs de l'audit qui a été fait. Donc aujourd'hui, une autre initiative, un autre cabinet qui est pris, du moins qui a été contacté pour mener l'opération. On se retrouve là où on en est. Je veux dire que finalement, qui a intérêt à ce que cet audit ne soit pas fait? Est-ce que vous ne vous imaginez pas que, à l'intérieur de cette opération, que ce soit aussi bien au niveau du parti politique, MRC, au niveau des acteurs, notamment ceux qui ont géré de façon informatique ces éléments, au niveau des gestionnaires, le comité de gestion et tous ces acteurs-là, est-ce que tout le monde est serein à entendre parler de cet audit? Est-ce que l'ennemi n'est pas dans la maison? En tout cas, moi, je suis très serein. À entendre le président élu, le professeur Maurice Kamto, il est très serein lui aussi. Et j'accorde, moi, jusqu'à preuve de contraire, du crédit à ceux qui ont mis de leur temps, de leur volonté pour mener à bien cette mission. En particulier, je pense au conseiller Christian Pendekoka, dont on ne peut pas objectivement penser qu'il aurait un intérêt particulier à ce qu'une opération comme celle-là se passe mal. Maintenant, évidemment, toute organisation peut avoir des failles. Je préfère utiliser le mot faille. Mais encore une fois, que l'ennemi soit à l'intérieur ou à l'extérieur, la seule méthode rationnelle, je dirais même scientifique, pour éviter de jeter en pâture des personnes, parfois respectables, à la vindicte populaire, c'est bien entendu de faire un audit. Ça, c'est clair. C'est pour ça que nous restons sereins. Et le président élu l'a dit, vous l'avez suivi vous-même. Vous avez diffusé un extrait de son discours là où il indique précisément qu'en ce qui le concerne, toute la lumière sera faite et personne, convaincu le moment venu d'indélicatesse, ne sera épargné. Donc, pour ma part, ce qui doit être de mise, c'est la sérénité. Il faut rester serein et faire confiance. Je crois qu'il faudrait, pour ceux qui veulent faire la polémique, attendre ce moment-là pour juger le président élu. Pour juger le président élu au regard des actions qui seront justement, au regard de la polémique. N'est-il pas plus simple aujourd'hui? Évidemment, l'audit se fera. J'ai envie de vous poser la question. On va expliquer. C'est moi qui pose les questions. C'est moi qui pose les questions. Vous allez me permettre cette petite-là. C'est moi qui pose les questions. Bon, je me la pose à moi-même. J'ai envie de me demander, de votre point de vue alors, qu'est-ce qu'il aurait été mieux de faire? Parce qu'on fait un audit pour avoir de la transparence, ça pose un problème. Ne me réclamez pas une part de mon salaire après si je réponds aux questions que vous posez. Rassurez-vous, je ne prendrai pas de votre salaire. Je dis mon salaire de ce que je pose des questions. Je ne prendrai pas de votre salaire, voilà. Rassurez-vous. Mais je vous pose la question à moi-même, en me disant que peut-être qu'elle vous inspirera une piste de réflexion. Je me dis, ok, quand on veut faire les choses de manière transparente, et qu'il y a des polémiques, ce qui est tout à fait naturel, la vie est ainsi faite. Je veux dire que... Ne serait-il pas plus clair, puisque la polémique est née?
c'est vrai, l'audit il sera fait cet audit. Ne serait-il pas plus simple aujourd'hui, par exemple, de présenter le compte d'emploi? Ça va peut-être donner une piste. Non, je ne suis pas certain que le débat se pose au niveau du compte d'emploi. Sait-on jamais? Parce que à ce jour, c'est environ 331 000 euros qui semblent ne pas être... Ça peut être un problème, un bug informatique, comme l'a dit le premier audit. C'est pour ça que je dis... Ça peut être 9 administrateurs qui se sont amusés avec les données. Ça peut être le double compte bancaire qui a fait des jeux de compte. Donc, ça peut être même que les opérateurs de collecte n'ont pas effectivement reversé ce qu'ils ont annoncé avoir collecté. Bref, ce que je veux dire, M. Dipita, c'est que le compte d'emploi, je vais m'essayer à un peu de comptabilité, le compte d'emploi va indiquer ce qui a été fait avec ce qui a été reçu. Exactement. Le débat ne se pose pas sur ce qui a été reçu. Sait-on jamais? Oui, ce que je veux vous faire observer, c'est que précisément, on est dans du sait-on jamais. Parce que chacun y va de sa propre opinion pour prescrire. Le sait-on jamais est bien encadré ou alors bien... Pourquoi ne trouvez-vous pas qu'il soit plus simple de demander à un professionnel, y compris de faire l'audit du compte d'emploi et de présenter une fois le moment venu un bilan holistique. Le professeur Maurice Kamto a présenté le dernier cabinet d'audit comme étant l'un des meilleurs au monde. Ce n'est pas lui qui l'a présenté comme étant l'un des meilleurs au monde. Les Big Four sont connus, on peut les citer. Mais pourquoi n'avoir pas pris un cabinet, par exemple, local? Il y a par exemple Samuel Monte, qui est expert comptable, votre ami, bon, en fait, ami, en guillemets. Je ne renie pas mes amitiés. Le grand frère Samuel Monte est effectivement expert comptable et il est un ami. Je veux dire que le débat ne se pose pas à ce niveau-là. Il n'est pas question de savoir qui est plus grand ou qui est plus beau que l'autre. La question centrale, c'est une question de crédibilité et de transparence. On s'entoure du maximum de garanties de transparence possible. Entre un cabinet d'expertise comptable basé à Douala, dirigé même par l'un des meilleurs, et un cabinet qui est mondialement reconnu comme faisant partie des meilleurs, s'il faut régler la question de la crédibilité, le choix est vite fait, M. Dipita. Donc, la question ne se pose pas de vous accordez très peu de crédibilité. Ce n'est pas qu'on accorde très peu de crédibilité aux cabinets locaux. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les cabinets locaux ont la crédibilité qu'ils ont. Ce n'est pas moi qui ai décidé de ça. Vous savez, c'est comme chez vous les journalistes. Vous n'allez pas me faire dire que je vous ai traité de moins bon journaliste qu'un autre journaliste qui a peut-être un aura plus important que vous. Mais le fait est qu'il y a, parmi les journalistes, certains qui sont plus populaires que d'autres. C'est comme les artistes. Il y a des artistes qui font des salles combles pour lesquels on peut acheter une bouteille d'eau à des prix hors de prix. Mais tous sont journalistes. Je veux dire que si c'est pour un simple reportage, on n'a pas besoin du meilleur journaliste pour aller le faire. Soit, mais quand il est question de la crédibilité, on s'aligne sur, on va dire, les standards. Pour finir, on va passer à autre sujet. Finalement, ne donnez-vous pas raison au ministre Atangadi de l'administration territoriale qui, dès le lancement de cette opération ici, avait d'ailleurs demandé saisir les opérateurs de téléphonie mobile Orange MTN, avait saisi une banque locale pour leur demander de ne pas accéder à ces opérations-là. Ne lui donne-t-on pas raison aujourd'hui quand on regarde un peu le déroulé dans lequel se poursuit cette initiative, lui qui avait interdit cette collecte publique des fonds? Petite précision, jusqu'au moment où je vous parle, les comptes du MRC sont et demeurent bloqués, que ce soit les comptes bancaires ou les comptes d'opérateurs de monnaie électronique. Ce qui me semble être une aberration. On aurait pu comprendre que le ministre fasse bloquer les comptes de l'opération Survie Cameroun. Parce qu'en France d'ailleurs, où la plupart des sommes dont nous parlons ont transité, il ne s'agissait pas des comptes du MRC organisation. Seul que le compte bancaire ouvert dans la banque locale, je ne vais pas les citer ici, était un sous-compte du compte MRC. Il faut bien qu'on s'en souvienne. Mais alors, la question que je pose, c'est quel droit permettait donc de faire ça? Bref, je ne vais pas revenir sur la polémique juridique. Je dis simplement que le ministre de l'administration territoriale, comme le ministre des Finances, comme le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie, comme le délégué général à la Sûreté nationale, avaient tous été invités dès le départ à participer, en tout cas à avoir un œil sur l'opération, parce que c'était prévu dans l'organigramme que leurs représentants
avaient le droit d'être là. C'est eux qui n'ont pas choisi de mandater qui que ce soit pour être là pour voir. Premier élément de transparence en amont, pour dire que l'administration ne peut pas dire qu'elle avait raison à l'avance de suspecter quoi que ce soit parce qu'elle aurait su dès le départ ce qui s'y passait si elle avait accepté de déléguer qui que ce soit du reste, même des cabinets privés, pour leur compte, au moins pour être là, tel que cela avait été proposé. De deux, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que dans ce pays, il y a des initiatives qu'il faut forcément dès le départ suspecter de mauvaise foi, alors que ce n'est pas l'habitude qu'on voit. Est-ce que c'est parce qu'elle a été du fait du professeur Maurice Kamto? Il faut bien que le ministre de l'administration territoriale finisse par dire aux Camerounais ce qu'il a comme problème avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun, où le président élu... De ce point de vue, c'était le strict respect de la loi. Sachant que les partis politiques j'aurais du mal à vous croire, parce que, encore une fois... Je ne suis pas acteur, justement, pas dans me croire. Non, je sais bien que vous n'êtes pas acteur, mais vous êtes un journaliste respecté, donc vous avez certainement pu observer comme moi que d'abord, on ne pose pas les mêmes questions à tous les acteurs. On ne pose pas toutes les questions qu'on pose à l'initiative Survie Cameroun, à toutes ces initiatives qui ont eu lieu. Je dois le préciser. On donne l'impression qu'au Cameroun, il y a eu une seule initiative et que c'était l'initiative Survie Cameroun. Oui, mais ça démontre peut-être du schéma dans lequel les uns et les autres se positionnent. Ben voilà. Jamais Cabral Lébi ne s'est dit qu'il va sauver les Camerounais parce que le gouvernement a faillite. Jamais le SIF a dit qu'il va essayer de construire les ponts parce que le gouvernement a faillite. Qu'est-ce que ça change au fait? Ça change justement dans la formulation des questions. Précisément parce qu'on est dans un pays où on gère la liberté des gens de s'exprimer de la manière qui leur convient. Parce que M. Dipita a dit que je vous donne une bouteille d'eau parce que je pense que vous n'avez pas l'encadrement nécessaire de qui de droit pour que vous ayez cette bouteille d'eau. On vous pénalise pour ça parce que vous avez exprimé... Non, la question dans ce cas, la formulation est différente. La question est donc de savoir, est-ce que le MINAT gère les façons dont les gens s'expriment ou les faits? Est-ce que finalement, et ça pose la question de la neutralité de l'administration camerounaise, est-ce que l'administration finalement traite tous les citoyens de manière égale? Mais l'administration, je parle pas au nom du ministre, mais je fais des constats aussi. L'administration, je veux dire, a certainement observé que... Au départ, vous posiez les questions. Oui. Vous y répondez Non, déjà. Je suis pas en train de répondre. Posez-moi la question. Vous avez formulé une... Posez une autre alors. Bon, passons au sujet. Cela dit, je l'ai dit, le président de la République s'est adressé à la jeunesse cette semaine. C'était mercredi, à l'occasion de la fête de la jeunesse, la 55e édition. On en était au 10 février. Voici un résumé ce que Paul Biya a dit à la jeunesse. La réussite de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations 2020 comme source d'espoir pour la jeunesse camerounaise, c'est le souhait du président de la République, Paul Biya. En une quinzaine de minutes, dans son adresse à la jeunesse ce 10 février 2021, Paul Biya précise que la mission historique de la génération de jeunes actuelle est la préservation de la paix, de l'unité et de la prospérité du Cameroun. La paix est une condition indispensable au progrès. Et comme vous le savez, celle-ci est depuis quelques années menacée dans notre pays par des bandes armées qui sèment la terreur à la frontière ouest de l'extrême nord, à certains endroits du nord-ouest et du sud-ouest. Notre frontière est est également sujette à des faits d'insécurité. Cette tranche majoritaire de la population camerounaise ne doit pas suivre des anti-modèles, des démons de la haine et de la division. À ces jeunes, le chef de l'État recommande de saisir les opportunités présentes dans les collectivités territoriales décentralisées. Des actions personnelles qui iront à côté des efforts du gouvernement pour lutter contre le chômage des jeunes au Cameroun. Parmi ces programmes, je pourrais citer le plan triennal spécial jeunes qui en 2020 a financé environ 5500 projets pour un montant global de près de 15 milliards de francs CFA et permis ainsi l'installation d'un peu plus de 16 000 jeunes
dans 66 villages pionniers de la deuxième génération. Le programme de promotion de l'emploi décent, qui compte atteindre le cap de 500 000 emplois créés au titre de l'exercice 2021. Pour conclure ce discours, Paul Biya invite les jeunes à être persévérants, positifs et à investir au Cameroun. Voilà donc Paul Biya à la jeunesse nationale dans le cadre de la 55e édition de cette fête. Une fête, comme vous le savez, qui se déroule dans un événement, dans un environnement Covid, donc qui n'a pas connu la célébration habituelle. C'est d'ailleurs exceptionnel. Je crois que si on remonte l'histoire, c'est la première fois que la fête de la jeunesse ne connaisse de célébrations exceptionnelles. Vous avez suivi le discours du chef de l'État. Que vous inspire-t-il, Maître Ndiaye? Je dois, pour être tout à fait honnête avec vous, vous dire que je ne l'ai pas suivi, ce discours. Je l'ai lu par contre. D'accord. Quand vous m'avez fait l'honneur de m'inviter à cette émission, j'ai pris la peine de lire ce qu'il a écrit et ce qu'il a dit à l'attention de la jeunesse camerounaise. Et ce que j'ai retenu de particulier, dans la démarche en tout cas, c'est que rien n'a changé de fondamental dans les adresses de M. Biya à la jeunesse. C'est-à-dire qu'on reprend chaque fois les mêmes slogans, les mêmes chiffres d'ailleurs. Je crois que chaque fois on rappelle qu'on a fait telle initiative pour la jeunesse, le programme spécial jeune, sans qu'on ne puisse vraiment dans les faits s'assurer de ce que cela a un impact véritable. Mais il y a un point fondamental qui a attiré mon attention dans ce discours-là, c'est lorsqu'il a demandé à la diaspora, à la jeunesse, enfin ou à la diaspora, de revenir reconstruire le Cameroun. Et je me suis posé la question de savoir, alors, est-ce que quand il parle de la diaspora, il parle par exemple de Ndedi Yango, qui, après avoir glané toute l'expérience, pour rester dans le champ lexical et sémantique de M. Biya, après avoir glané toute l'expérience qu'il a glanée aux États-Unis, une fois revenu au Cameroun, il a voulu mettre cette expérience-là au service de la gestion collective des droits d'auteur. Et à ce moment-là, on lui a rappelé qu'il n'était pas camerounais. Est-ce que Richard Bona, qui est l'un des meilleurs ambassadeurs... N'empêche que Didier Yango n'est pas... On ne l'empêche pas de mener ses activités au Cameroun. Oui, on l'empêche. C'est peut-être dans le cadre des responsabilités. Monsieur Dipita, la question est là. Comment on construit son pays si on est confiné à des tâches secondaires ou bien à raser les murs? Et encore, est-ce que vous trouvez normal que des Camerounais de sang, parce que je prends l'exemple de Ndedi Yango parce qu'il a bercé mon enfance, il chante en une langue qui n'est même pas la langue de la ville de Douala, c'est une langue du Mungo, même s'il parle, il chante aussi en Douala, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est vraiment du terroir, y compris dans l'art dans lequel il excelle, à qui on peut renier un jour sa camerounité. Il vient au Cameroun, d'ailleurs, je crois connaître un peu M. Ndedi Yango, il fait des affaires au Cameroun. Oui, mais est-ce que vous trouvez donc normal que pour un Camerounais comme celui-là, venir faire ses affaires au Cameroun nécessite qu'il prenne un visa? Est-ce que vous trouvez que c'est normal pour vous, M. Dipita, de prendre un visa un jour pour venir rendre visite à vos parents à Douala, alors que vous êtes né, grandi peut-être, vous avez fait vos études à Douala? C'est toutes ces questions-là qui posent un problème de cohérence dans la politique que conduit le gouvernement, le régime Biya, vis-à-vis de la jeunesse. Encore que quand vous avez le statut d'étranger, et du point de vue juridique, il y a quand même un certain nombre de restrictions, notamment à l'investissement. Et d'ailleurs, si même il fallait oublier qu'un pays se développe avec l'investissement étranger et ne considérer que l'investissement des nationaux, c'est-à-dire ceux-là qui auraient gardé leur nationalité, quel est le cadre qui est donc mis en place pour favoriser les investisseurs nationaux, pour ne même pas parler de ceux-là qui sont nationaux mais qui sont devenus étrangers par la force des choses pour avoir pris une ou plusieurs autres nationalités. Et d'ailleurs, qu'est-ce que cela retirerait au pays en tant que tel d'octroyer, d'accorder, de reconnaître le fait qu'on puisse avoir plusieurs nationalités? Dans le cadre de l'Union africaine, on s'avance vers plus d'intégration. C'est-à-dire qu'il est envisageable que dans les années à venir, on ait un passeport africain.
c'est-à-dire un passeport qui serve dans tous les pays, au moins dans la majorité des pays d'Afrique. Et nous, on sera là, au Cameroun, à avoir encore ce genre de considération qui, à l'époque, servait simplement à maintenir les UPCistes loin du pays. Et on veut développer le Cameroun avec ça pour parler d'un autre versant de ce moment du discours relatif à la diaspora. Quels sont ceux qui reviendraient pour reconstruire le Cameroun? Comment sont-ils partis? Je dirais, mais pourquoi seraient-ils partis? On est en train de dire aux gens qui, par exemple, vous savez très bien que beaucoup sont partis à cause du fiasco de la réforme universitaire. Beaucoup sont partis dans ce qu'on appelle la génération sacrifiée, celle qui est arrivée au bout des études lorsque les recrutements étaient devenus bloqués, etc., les perspectives fermées. Ceux-là se sont débrouillés comme ils peuvent pour s'expatrier, pour chercher un avenir meilleur pour eux-mêmes, pour leur famille. Donc, ils sont partis en général dans un contexte difficile. Et à ceux-là, on leur dit: ah non, vous êtes Camerounais, rappelez-vous de ça. Il faut revenir construire le pays. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de revenir construire le pays. Au contraire, j'applaudis des deux mains. Mais je dis que ce n'est pas à moi de mettre sur pied le cadre. C'est précisément à celui qui gouverne ce pays. D'accord. De fait, tout au moins d'après notre point de vue, comme vous le savez, de mettre en place les conditions et les meilleures possibles pour que les fils et filles de ce pays qui ont, et Dieu sait qu'ils ont un amour fou pour leur pays, ce qui peut expliquer parfois qu'ils aient des manifestations un peu exagérées dans certains cas, puissent venir impacter sérieusement et significativement pour l'essor de ce pays. S'il faut seulement rappeler la proportion d'ingénieurs et de médecins qui sont dans la diaspora, vous savez qu'ils sont très nombreux. Un homme politique à un autre, parlons de John Frondi et du Social Democratic Front, vous le savez certainement. Le président du SDF a opéré une sortie cette semaine à Yaoundé dans le cadre d'une conférence, d'un déjeuner de presse. John Frondi a à l'occasion annoncé sa retraite politique après un peu plus de 30 ans en tant que leader politique, en tant que président du SDF. Cette semaine, il a donc choisi la presse locale pour faire cette annonce. Suivez le résumé de cette sortie. C'est sa deuxième sortie officielle depuis son retour au Cameroun au mois de novembre 2020 et c'est son premier échange officiel avec les hommes des médias. John Frondi veut renforcer les liens entre son parti et les journalistes. Pour le chairman, c'est une rencontre très importante, surtout au regard du malaise général observé dans le quotidien des Camerounais. This year should not go any further without us coming to meet as a family to sit down. Alors je me suis dit que cette année ne devrait pas avancer avant qu'on ne s'asseye en tant que famille. And relax over a glass of water. Et qu'on s'asseye autour d'un verre d'eau. And have an opportunity to share the chairman's okra. Et avoir la chance de partager le combo du chairman, l'okra. Les foyers de tension au nord-ouest, sud-ouest, extrême nord, à l'est du Cameroun, la crise sanitaire Covid-19, la crise économique, la flambée d'accidents de la circulation sont entre autres éléments qui constituent le tableau sombre dressé par le chairman du SDF en ce qui concerne la situation actuelle du Cameroun. All these deaths are depressing to me as a leader. Ces morts me dépriment en tant que leader. I want all of you to bear with us that in everything you suffer, either as journalists or as Cameroonians, we're in there together. J'aimerais que vous tous sachiez que tous ceux dont vous êtes victimes, nous sommes ensemble en tant que Camerounais. En outre, John Frondi exprime son indignation face aux multiples persécutions dont les journalistes sont victimes dans l'exercice de leur profession. Aussi, le musellement de la presse, l'appauvrissement des médias, la propagation des fake news, la désinformation font partie, selon le président du SDF, des maux à éradiquer dans le travail des médias pour une presse plus forte et indépendante. Pour cela, le chairman du SDF appelle les journalistes à
plus de collaboration. Voilà donc, Nidjon Frondi, ça vous inspire? Je veux dire, un homme politique, c'est rare quand même, il faut le dire, dans notre environnement. Et puis, Frondi fait, on peut le dire comme ça, quand même partie de la première génération des hommes politiques après le retour du multipartisme. De ces leaders-là qui, jusqu'à présent, ont tenu tête ou tiennent tête au gouvernement, au RDPC. Ça vous inspire un commentaire? Oui, évidemment que ça m'inspire un commentaire. D'abord parce que le chairman n'est pas n'importe qui sur la scène politique camerounaise. Il faut être de très, très mauvaise foi pour dire le contraire. Le chairman, c'est quand même celui qui a été pour la première fois depuis le retour du multipartisme, tout au moins victime du hold-up électoral. Ce n'est pas rien dans l'histoire politique du Cameroun, parce qu'on se souvient quand même qu'à la présidentielle de 1992, un certain nombre d'acteurs importants du reste de la scène convenaient que ce n'est pas celui qui avait été annoncé comme vainqueur qu'il était. Et celui qui menait la danse à ce moment-là, c'était bien le chairman Nidjon Frondi. L'autre commentaire que je peux faire, c'est de dire que là également, tout au moins s'il passe de la parole aux actes, parce que j'ai cru entendre qu'il a indiqué qu'il ne serait plus de la partie, en tout cas pour diriger le SDF et même pour participer aux compétitions électorales. D'ailleurs, je dois rappeler que c'est depuis 2011 qu'il ne participe. Enfin, la dernière élection présidentielle à laquelle il a participé, c'était l'élection de 2011. Donc, pour ça, il a tenu parole, effectivement. On a bien vu qu'en 2018, c'était un autre candidat de son parti et pas lui-même. Donc, si il passe la main à la tête du SDF, ce serait également une autre leçon, une leçon d'alternance. La scène politique, l'histoire politique de ce pays lui en saura gré. Ce sera une leçon qui va être adressée au premier chef, à M. Biya, parce que vous savez très bien que depuis 1985, il est le président national. Et peut-être pas que. Oui, évidemment, pas que lui. Je dis au premier chef, M. Biya, qui est depuis 1985 le président national du RDPC, le parti qui nous gouverne depuis ce temps-là. Mais aussi à d'autres formations politiques de la scène qui, depuis les mêmes périodes qui ont vu la naissance du SDF, ont le même leader. Quand ce n'est pas la mort qui les arrache de leur fauteuil, alors on doit attendre peut-être plusieurs années. Donc, ce sera effectivement une leçon politique importante. Donc, de mon point de vue, c'est des choses qu'il faut mettre du point de vue positif, du côté positif du bilan. Et il faut féliciter chaleureusement le chairman pour cela. Moi, mon inquiétude, disons pas mon inquiétude, mon souhait serait que l'on réussisse aussi une transition dans le leadership au sein de cette formation politique qui, quoi qu'on dise, est une formation politique majeure sur la scène politique camerounaise. Et on gagnerait à la garder pour l'animation efficiente et efficace de notre scène politique. Au moment où nous faisons cette émission en direct ici à Douala, il y a Mamadou Mota. Tout à fait. Le premier vice-président du MRC. Tout à fait. Qui regagne sa terre chérie, natale. Tout à fait. Du côté de l'extrême nord, à Tokombéré en ce moment. Tout à fait. Après sa libération, vous dites un ouf de soulagement pour votre militant, pour le combat politique, pour votre marche vers plus de liberté? Évidemment qu'on ne peut qu'avoir un ouf de soulagement. C'est comme quand vous êtes comprimé, compressé, et qu'à un moment donné, il y a quand même une bouffée d'oxygène qui peut arriver. Mais c'est un sentiment mitigé aussi, parce que vous êtes sans ignorer que au moment où Mamadou Mota, notre premier vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, regagne la liberté, beaucoup d'autres camarades sont encore privés de cette liberté-là. Certains ont été d'ailleurs arrêtés récemment, notamment autour du 22 septembre. Donc oui, il y a un soulagement important. D'abord parce que Mamadou Mota au MRC, c'est quand même le premier vice-président du parti. C'est donc une personnalité de premier rang au MRC. C'est le premier cadre après le président national. Et le membre le plus important du directoire
après le président national. Donc, de ce seul point de vue-là, c'est un événement qu'il fallait marquer d'une pierre blanche. De deux, Mamadou Mota a pu s'illustrer sur la scène politique camerounaise, sur laquelle il est un nouveau venu, comme beaucoup parmi nous, comme quelqu'un qui remplit des valeurs qui peuvent servir d'exemple pour ces congénères que nous sommes et pour les générations à venir. C'est-à-dire cet exemple de loyauté à une formation politique, aux idéaux que cette formation politique défend, mais aussi de combativité et de courage. Parce que je dois le dire, Mamadou Mota a fait preuve d'un courage exceptionnel. Et c'est tout ça qu'il fallait célébrer. C'est tout ça, je crois, qui a été célébré par les instances dirigeantes du mouvement pour la renaissance du Cameroun au plus haut niveau et qui a consisté à l'accompagner. Parce que vous avez bien vu qu'il y a une délégation importante du directoire conduite par son président. D'ailleurs, moi qui suis devant vous, je regrette 1000 fois de n'avoir pas pu faire partie de cette délégation, mais on a d'autres contraintes qui nous ont empêchés de le faire. Donc, vous voyez à quel point cela a été pris en compte pour la valeur que cela représente, de l'accompagner jusqu'à celui, encore que c'était une promesse qu'avait faite le président Maurice Kamto. Mais je veux juste vous dire que cela ne doit pas nous faire oublier que nous avons encore beaucoup de nos camarades, de nos camarades importants en prison qui ne doivent pas être oubliés là-bas. Parlons du Chan et simultanément on va prendre ces deux reportages qui résument un peu, pas forcément la compétition, on va commenter la compétition en 2-3 mois avant la fin de l'émission, mais deux reportages qui font le bilan, d'abord le bilan sécuritaire du championnat d'Afrique des Nations de football qui s'est déroulé ici au Cameroun, mais également le bilan sur le plan sanitaire fait à Yaoundé. Ces bilans ont été faits à Yaoundé par nos équipes de reporters. Suivez plutôt. Quelques 72 heures après que les lampions se soient éteints sur la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, le système de sécurité camerounais fait les premiers bilans, surtout lorsque l'on sait que les défis ont été énormes compte tenu du contexte sécuritaire dans lequel s'est tenue la dite compétition. On fait ici mention à la crise socio-politique qui secoue le Cameroun dans sa partie anglophone. Beaucoup ont douté de notre capacité à l'organiser. Sur le plan déjà de l'organisation générale, tout a été bien fait. Mais pour ce qui nous concerne, nous les sécuritaires, nous avions conformément aux directives du chef de l'État pris toutes les dispositions. Et je pense que vous êtes témoins. Toutes les équipes sont rentrées, il n'y a eu aucun coup de feu tiré, il n'y a eu aucun blessé. Tout s'est passé dans les règles, dans les normes, parce que les dispositions ont été prises en liaison police-gendarmerie. Je dois souligner que le dispositif sécuritaire de première ligne était justement assuré par la gendarmerie nationale et par la sécurité nationale, conformément aux directives de la CAF. Et nous avons tout mis en œuvre pour que nos invités puissent jouir d'une fête parfaite et puissent également rentrer en toute sécurité. Les services de défense et de sécurité sont satisfaits des dispositions et autres dispositifs mis en place pour garantir la sécurité des joueurs, du staff de la CAF, des populations et bien d'autres. Une épreuve qui, en croire ces autorités, a permis de prouver aux yeux de toutes les personnes sceptiques que le système sécuritaire camerounais a les moyens de ses compétences. En tant que journaliste, vous avez suivi. Des gens disaient que le Cameroun ne peut pas abriter cet événement et il fallait pas que cela ait lieu ici parce que ceci, parce que cela. Je crois que la preuve est là, que le Cameroun peut abriter toutes les compétitions sportives dignes d'intérêt. Et s'il s'agit d'un défi, ce défi a été relevé. Vous avez suivi. Tout l'événement s'est passé dans un calme total. Il n'y a pas eu le moindre événement. Ça veut dire que les services de défense et de sécurité ont accompli leur mission et bien accompli leur mission. Voilà qui annonce en quelque sorte les couleurs de la couverture sécuritaire de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 Cannes. Malgré la note satisfaisante et les félicitations du ministre de la Santé publique à la Commission de gestion des incidents pour la couverture sanitaire du Chan 2020, de nombreux manquements ont été observés par les responsables de cette commission déployés sur les différents sites de compétition. On a eu des problèmes de coordination entre les différents sectoriels
Et